Je suis en train de mettre le lavis sur ce qui est supposé être des photos. À la fin du dernier album, donc, il va y avoir un album photo dans lequel on va voir les photos qu'a fait la petite Jacinthe qui, dans le tome 5, est revenue de Montréal avec un appareil photo. Donc on la voit à partir du tome 5 faire des photos. Mais on n'a jamais vu aucune de ces photos. Et là, à la fin du dernier album, on va voir les photos en question. J'ai eu l'idée de faire ça avec une technique différente, qui est en l'occurrence un lavis, alors que Magasin Général est dessiné au crayon. Magasin Général, ça a duré 9 ans. Au départ, on pensait faire ça en 2 ans. On a pris beaucoup de chemins de traverse, et ce qui fait que ces chemins de traverse nous ont amenés sur d'autres choses sur lesquelles on n'avait pas pensé. Il a pris de l'ampleur, du volume, les personnages secondaires ont été beaucoup plus présents, et on nourrit un peu cette histoire. L'histoire par elle-même n'a pas changé, mais voilà, donc tout ça, ça fait que de 3 albums, on est passé à une triple trilogie, ces derniers 9 albums, quoi. Dans le synopsis qu'on avait écrit au départ avant de commencer la série, il y a toute l'histoire, tout ce qu'on a, on n'a rien raconté de plus, sauf que on n'avait pas prévu qu'il y aurait autant de personnages qui montraient en puissance. C'est-à-dire que pour nous, l'histoire était plus recentrée initialement autour des 4-5 personnages principaux. Or, c'est devenu l'histoire d'un village, en fait. On avait fait un synopsis, toi, de l'histoire, l'histoire de Marie, blablabla, blablabla, et puis qui ne peut pas avoir d'enfant, et puis tout va bien. Et puis à la fin, elle réussit à avoir 2 enfants. Normalement, ça devait se conclure au 3e album, quoi, toi. Puis en fait, ça ne s'est pas fait parce que, je te dis, justement, il y a eu tous ces thèmes qui se sont développés. Chaque fois qu'on commençait à découper, enfin qu'on était en train de découper un album, je lui disais, Régis, il va falloir en faire un de plus parce qu'on va y arriver, tu vois. Ça, je voyais que ça rentrerait pas. Et là, il me disait non, 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 hors de question, il faut qu'on finisse, etc., etc. Ben oui, mais sauf qu'il faut qu'on finisse, mais on ne veut pas tout d'un coup se mettre à accélérer. Bon. Et puis, au fur et à mesure qu'on se rapprochait de la fin de l'album, il finissait par dire bon, effectivement, il va falloir en faire un de plus. Je sais que ça peut paraître bizarre de dire ça pour quelqu'un qui a jamais écrit un scénario, mais quand on écrit un récit ou un roman, etc., etc., il est vrai, aussi bizarre que ça puisse paraître, que les personnages finissent par nous échapper à un moment. C'est ça qui s'est passé en quelque sorte. Les personnages nous ont échappé. L'histoire ne nous a pas échappé du tout, puisque en fin de compte, on a raconté exactement l'histoire qu'on avait prévu de raconter au début, donc ça n'a pas bougé. Mais les personnages nous ont beaucoup échappé. On est allé beaucoup plus dans le détail, si tu veux, dans une espèce de subtilité psychologique, on va dire ça comme ça, là, que ce qu'on avait, que ce qu'on pensait faire au début. Quand tu veux faire dans la nuance, ça prend du temps, en général. Les choses ne se règlent pas bing-bang comme ça en deux coups de cuillère à peau. Et dans Magasin Général, on a essayé de faire en sorte finalement que tout soit dans la nuance. À travers ce scénario-là, on a pu développer beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Et c'est pour ça que je crois que c'est une série qui a beaucoup de succès, et notamment auprès des femmes, parce que c'est humaniste, c'est plein de bonnes choses, il y a plein de sentiments, il n'y a pas de violence, il y a que du cœur et de la générosité dedans. Magasin Général, c'est particulier, quoi, tu vois. C'est l'alliance de 2 dessinateurs qui font un 3e dessinateur, parce que c'est ni lui ni moi.
Et puis c'est comme ça, donc un dessinateur ne peut pas dessiner parfaitement tout. Puis on s'en fout, ça crée... C'est homogène, quoi. C'est en travaillant, en partageant l'atelier avec lui, que je me suis rendu compte qu'on était très très complémentaires, en ce sens où lui, il aimait pas finir ses planches, alors que moi, j'aimais pas les commencer, en gros. Lui, ce qu'il n'aime pas, c'est commencer un dessin, la mise en scène, tout ça, ça le perturbe, c'est douloureux pour lui. Alors que moi, c'est vraiment le truc, pour moi, le plus facile, c'est ça. Par contre, finir, pinailler le dessin, l'ancrage, mettre un peu de gouache, tout ça, faire le machin propre, nickel, ça me gonfle. Au moment où j'ai eu cette idée, j'ai vu quel pourrait être le résultat. Puis, probablement que ce ne serait pas passé pareil avec quelqu'un qui aurait eu un dessin complètement différent, si tu vois. C'est qu'avec son dessin à lui, je voyais qu'est-ce que moi, je pourrais en faire. Un jour, il est venu un matin en disant je sais ce qu'il faut faire, il faut qu'on travaille ensemble. À ce moment-là, il y avait que lui qui était convaincu. Moi, je dis oui. En bon garçon que je suis, je dis bah ouais, c'est une bonne idée. Sûrement, ça doit être bien. Il m'a écouté poliment et puis basta, tu vois. Mais moi, là, par contre, l'idée, elle était... ça y est, je l'avais, quoi, tu vois. Ce qui fait le style d'un dessinateur, c'est un ensemble de codes graphiques. C'est-à-dire que ce qui fait qu'on identifie le style d'un dessinateur, c'est l'ensemble de comment il dessine les yeux d'un personnage, les cheveux, les feuilles des arbres, la texture du bois, etc., etc. Donc les codes graphiques de Régis ne sont pas les mêmes que les miens. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'au moment où je décalque, je commence à amorcer le changement de code graphique. Maintenant, moi, j'ai un dessin plus rond que lui. Donc des fois, il y a des personnages qui sont très anguleux, je reprends la texture, la structure du visage, mais j'arrondis un petit peu, je ne dessine pas les nez pareil, voilà, je ne dessine pas les cheveux pareil, évidemment, du tout là. Donc voilà, alors je change tout ça, et je commence à le changer au moment où je décalque, quoi. On savait dès le début qu'en dessinant à deux, tu vois, en mélangeant nos styles, forcément, il allait falloir qu'on lâche quelque chose, hein, chacun des deux. Sur le dessin, lui, il faut évidemment que son dessin lui échappe complètement, ça c'est clair. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le dessin qu'on va voir finalement, c'est plus le sien, mais c'est plus le mien qu'on voit par-dessus. Donc je viens lui pourrir son dessin. Et moi, le truc sur lequel je dois lâcher, c'est que précisément au niveau de la mise en scène et du jeu d'acteur, ben, c'est pas moi qui décide, puisque c'est lui qui dessine. Donc lui, il a une scène qui a été découpée, écrite, découpée par nous ensemble. Et puis une fois qu'il commence à dessiner, ben là, après, il fait ce qu'il veut, quoi. C'est-à-dire qu'il peut dire, ben là, on avait dit 3 cases, mais finalement, c'est trop, je vais le faire qu'en 2. Puis il décide comment il place les personnages, etc., etc. Donc ça demande vraiment une grande confiance. Il dessine plus grand que moi, donc il me fait des photocopies qui sont réduites à 80%. Et par transparence, je vois le dessin en dessous. Donc, je décalque ça, mais au moment où je le décalque pas comme lui l'a dessiné. Jean-Louis redécalque ce que j'ai fait, mais avec des codes, avec ses codes graphiques à lui. La mise en scène reste la même, si tu veux, mais voilà, les personnages sont, au niveau de la structure, sont les mêmes, sauf que les codes graphiques sont différents. Le dessinateur, il est à la fois metteur en scène, évidemment, mais il est également directeur d'acteur, quelque part. Et alors là, souvent, on n'a pas la même façon de faire jouer les personnages. Régis, c'est vraiment un super metteur en scène. Et je te dirais que c'est un directeur d'acteur de théâtre. Donc lui, ce qui est important pour lui, c'est que le spectateur qui est au fond de la salle, là, au 25e rang, il voit exactement, il comprenne qu'est-ce qui se passe. Et moi, je suis beaucoup plus, de ce point de vue-là, un directeur d'acteur de cinéma, tu vois, voire de cinéma intimiste. Donc moi, mes personnages, ils sont moins gesticulants. Et donc souvent, ça m'arrive de reprendre des gestuels de personnages que je trouve un peu exagérés. Ce mélange des deux, en fait, qui fait Magasin Général.
I wanna be the one who creates life with his dreams of love. I decide to be conscious of the power of thought and action. Come and realize your soul purpose, cause that's the only goal. Un jour, il m'a dit, bon, je veux bien qu'on travaille ensemble, mais qu'est-ce qu'on raconte quoi? La bande dessinée, c'est quand même raconter des histoires. Donc on raconte quoi comme histoire? Alors là, j'ai dit, vas-y mon gars, tire le premier, parce que moi, toutes les idées de scénario que j'ai, c'est que des trucs contemporains. Et comme lui, il déteste dessiner des trucs contemporains, donc ça, c'était pas possible. Alors j'ai dit à toi. Et alors là, il a commencé à me sortir des trucs très loisels, en tout cas de ce qu'il avait fait avant, c'est-à-dire des trucs très très fantastiques, oniriques, tu vois. Et ça, c'était pas pour moi. Donc je me suis dit, l'affaire est réglée. On ne travaillera pas ensemble. Donc on a été un peu coincés pendant un moment. Et puis c'est une discussion. J'ai fait une référence à Frank Capra. Il a bondi de là où il était assis. Et là, ça fait tilt dans mon esprit. Je me suis dit, mais comment ça se fait que je n'ai pas pensé à lui parler de cette histoire, de ce scénario que j'avais ébauché. Ça se passait en France, c'était pas du tout la même problématique, mais le thème était général, un petit village quelque part perdu, coincé dans le temps, un peu entre les années 30 et 50, tu ne savais pas trop. Puis voilà, une petite communauté, le curé, un vieux, un machin, etc. Enfin, ce qu'il y a un peu dans le magasin général. Donc je lui ai raconté ça, et là, double salto arrière. Tout de suite, moi je lui ai dit, écoute, bon, l'idée me plaît, mais je pense qu'on devrait le faire transférer toute cette histoire au Québec. Parce que, d'abord, on vit là. Et moi, mon dada, c'est souvent que je fais des histoires aux endroits où j'habite. Et ce qui lui a plu, lui, là-dedans, c'est que lui, il est très, il aime beaucoup la campagne américaine. Chaque fois qu'on s'est trouvé dans des situations où on n'était pas nécessairement d'accord, où il y avait plusieurs idées sur un truc, on a toujours écouté l'autre, qu'est-ce qu'il avait à dire, et on a toujours, l'un et l'autre, essayé de voir qu'est-ce qui est le mieux pour l'histoire. Chacun a ses points forts dans le scénario. Moi, j'ai plus des points forts de situation. Et Jean-Louis est beaucoup plus pertinent, si tu veux, sur les dialogues. Ce qui fait qu'un dialogue, ça va amener une situation aussi, toi. Tu vas rebondir, il y a une question, il y a une réponse, tac, tac. Puis moi, après, avec la mise en scène, si tu veux, je remets des choses, je rajoute des choses qui n'existaient pas. Mais ça, c'est parce que c'est des petits problèmes d'habillage, de mise en scène. C'est comme des gamins qui se racontent une histoire. Hein. Tiens, moi, je pense que là, il pourrait faire tel truc. Ah ouais, c'est pas mal. Et puis alors l'autre rebondit. Ah oui, mais il pourrait faire tel truc, mais alors il ferait tel truc de telle façon. Ah ouais, d'accord. Ou alors, non, ouais, bon, alors on cherche, tu vois. Et s'il le faisait de telle façon? Ah ouais, c'est mieux. Ah ouais, mais attends, il pourrait le faire comme ça et comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais. Ah oui. Et puis alors si on... Voilà, c'est comme ça que ça se passe, tu vois. C'est vraiment un ping-pong, quoi. Et alors ça, vraiment, on s'est régalé. Ça, on a eu un plaisir fou à faire ça. On fait le scénario ensemble. Donc là, on se voit régulièrement, on se marre beaucoup, on est face à l'ordinateur, c'est Jean-Louis qui tape, parce que lui, il tape avec 2 doigts, et moi, je tape avec un doigt, donc il va 2 fois plus vite que moi. La bonne surprise de l'histoire, c'est qu'on était peut-être encore plus complémentaires au niveau du scénario, je pense, qu'au niveau du dessin. Il y a un moment où tu as la grand-mère de Jacinthe qui meurt. Il fallait traduire ça par ce qu'elle racontait, tu vois. Donc ça, je me souviens, on était dans le train. On faisait ça. Et puis, j'ai dit, écoute, on va chacun écrit son truc, là, parce que toi, tu dis un mot, moi j'en dis un autre, on n'est pas d'accord, ou bien... bon, écris ta version, moi j'écris la mienne. Et on était en face, tu sais, dans un train, puis au bout de, je sais pas, de 10 minutes, on se lisait nos trucs et on tombait sur la même essence de ce qui devait être dit, quoi, tu vois, du contenu. Alors on faisait un mix de phrases, tu vois.
Puis alors on était là, on pleurait comme des madeleines tous les deux. Enfin on était, pas comme des madeleines, mais disons qu'on avait la larme à l'œil. Et donc ça c'est intéressant quand chacun travaille de son côté et puis tout de suite après on met les choses. On s'aime beaucoup quand même. Il me dit toujours, parce que c'est un grand pudique, alors il n'ose pas dire ce genre de truc, tu vois. Il me dit toujours des trucs désagréables. Mais je sais qu'il m'aime. On est très, très affectueux l'un envers l'autre, toi. Mais ça n'empêche pas de s'envoyer des scuds de temps en temps, quoi, tu vois. Mais c'est... Et puis quand vraiment, des fois, on s'est dit nos trucs, tu sais, on se dit, bon, allez, on se prend, on écarte les mains et on se fait un câlin style Biodanza. On était parti pour les années 40 et il y a un moment, on s'est trouvé à se dire on va avoir des problèmes avec l'électricité. Donc il faut qu'on le fasse avant la venue de l'électricité. Donc on a reporté, on a fait ça plutôt dans les années 20. Donc il y a toujours des voitures, évidemment, c'est pas les mêmes. Et puis il n'y avait pas d'électricité. Donc ça a isolé davantage le village. Dans l'idée originale de Régis, c'était le bar, tabac, alimentation, tu sais, c'est le seul commerce du village. Mais en Amérique du Nord, c'était le magasin général. C'était, dans les westerns, c'est General Store. Hein. C'est à la fois le lieu du commerce, mais aussi le lieu de la socialisation. C'est là que ça parle, c'est là qu'il y a plein de choses qui se décident au magasin général. Marie, elle a un rôle clé. À partir du moment où son mari, Félix, meurt au début, c'est elle qui devient en charge du magasin général. Et d'ailleurs, elle s'interroge dans le premier album, parce que, en fait, c'était son mari qui s'occupait de ça. Mais, bon, elle n'a pas d'enfant. Ce qui fait que, du coup, ça lui permet de reprendre le magasin, sachant que le magasin est indispensable à la vie du village. S'il n'y a pas de magasin général, le village meurt à cette époque-là. Elle devient la personne la plus importante du village. C'est d'ailleurs pour ça que quand elle part à Montréal, c'est un vrai problème. Et donc, en tant que personne la plus importante du village, c'est sûr que les yeux sont un peu braqués sur elle. Il y avait dès le début une espèce d'ambition de faire le portrait d'une femme, vraiment de la métamorphose d'une femme. C'est que c'est devenu un village au complet qu'il a fallu gérer. C'est un concours de circonstances, c'est presque un alignement de planètes au même titre que les choses peuvent se faire parce que tu as un curé qui est un peu particulier, tu as Noël qui est particulier, tu as Serge qui déboule dans le décor. Tout ça fait que Marie prend conscience de choses et d'autres et que Serge l'ouvre à s'émanciper. Ce qu'on a fait dans le magasin général, c'est en fait de créer les conditions pour qu'une femme qui n'était absolument pas dans cette traque-là, comme on dirait ici, se retrouve tout d'un coup, par un jeu de circonstances, en position d'accéder à cette réflexion sur elle-même et à agir en conséquence. Et ça, je pense que c'est effectivement une originalité de magasin général, parce que il n'y a pas tellement d'albums ou d'histoires ou de trucs comme ça qui soient résolument positives, tu vois, qui racontent un truc... Si on regarde bien, il y a des moments de tension dans magasin général, mais c'est jamais... Il n'y a pas de vrais méchants. Il n'y a pas de méchants. Les gens sont complexes, des fois ils sont en colère, des fois ils sont vexés, des fois ils sont tristes, déçus... etc., etc. Mais ils n'ont pas mauvais fond. Je me souviendrai toujours, par exemple, d'un truc.
c'est que au début, avant qu'on commence, je déjeunais avec Jimmy Beaulieu et puis Bélisa, sa femme. Et puis là, je leur racontais que donc il allait y avoir l'arrivée de cet étranger, etc., etc. Et nous, dans notre esprit, au point de départ, c'était un Français, Serge. Là, je les ai vus se décomposer, les deux, là. Ils étaient en train d'écouter, puis tout d'un coup, ça fait glong. C'était un Français cultivé qui arrivait dans un village de pecnos québécois, en tout cas un village de gens, en anglais, ils diraient « salt of the earth ». C'est des vrais bonnes gens, mais simples. Puis là, il leur faisait découvrir la vie, la culture et tout ça. Puis là, on le regardait avec des yeux, mais c'est comme « mais attends un peu, là. » Tu sais, t'arrives vraiment comme le colon français qui arrive chez les Pygmées puis qui fait découvrir toute la vie, tout ça. Donc, on dit « mais vous allez vous faire lapider. » Je suis revenu, j'ai dit à Régis, il ne peut pas être français. Au magasin général, c'est le premier jour. Premier jour de l'élection du nouveau maire. Mais personne ne se présente. Ça fait que c'est plutôt le festival de la prune à Maurice-Massicotte. Se présente même, comme personne n'est venu. Ah si, ils sont venus, mais Ouais. c'est pas se présente, oui. c'est se présente. Ah, OK. C'est pas sa candidature. Ah, c'est ça. Alors, Il n'y voilà. a pas de... Pour les Français, il n'y a aucune ambiguïté, c'est très clair. Ah, pour nous autres, Dans se le présenter, pour contexte, nous autres, c'est ce serait ça. plus aller là. Ah oui, tu vois. C'est show up, tu sais. je C'est comprends. être là. Je comprends, mais là, Ouais. étant donné qu'il y a élection, il est clair que se présenter, c'est évident que ça veut Ah dire non, se pas nous présenter à autres. l'élection. Pas du tout. Alors donc, au C'est- premier jour, comment on peut bidouiller ça? Au premier jour, au magasin général, c'est le premier jour de l'élection du nouveau maire. Ça, c'est Ouais. correct. Oui. Ok. Puis personne se présente comme candidat ou personne se propose. Sur la série, je valide le québécois, c'est-à-dire que ça leur prend un premier lecteur qui sait écrire des dialogues en québécois, je pense, parce que il suffit pas de parler. Il faut aussi quand même avoir un petit côté dialoguiste pour trouver la bonne solution souvent, là. Donc, on discute, Jean-Louis et moi, donc on discute un peu des dialogues dans un premier temps. Après ça, je fais, quand on peut, quand le temps nous le permet, une relecture chez moi, donc pour recalibrer ça en bon québécois. Donc, on ne recherche pas une précision historique totale. Il y a quelques tricheries, c'est-à-dire c'est plus un québécois je me base sur, par exemple, comment mes grands-parents parlaient. C'est un québécois vieillot sans pour autant être un québécois rigide des années 20. On n'a pas voulu faire une reconstitution historique là non plus, on a voulu donner une impression que voilà, c'était crédible et que c'était cohérent, quoi. J'étais un petit peu rétif sur le fait de parler en québécois, vraiment le québécois pur et dur je dis pas à la Michel Tremblay, mais pas loin quand même. Et avec plein de noms bizarres, avec des tu-vas-tu, je me suis dit, ouf, les Français, ça va être très très dur pour eux. On a commencé à mettre un petit peu de québécois dans les premiers albums, tu vois, mais on y a été doucement. Donc, histoire que les Français comprennent et qu'ils ne soient pas déstabilisés, et histoire aussi que les Québécois ne soient pas déstabilisés par ces deux maudits Français qui se sont permis de faire une bande dessinée sur l'histoire du Québec des années 20, tu vois. Donc les deux étaient satisfaits. Puis au fur et à mesure, au deuxième album, on en a mis un petit peu plus, et puis le troisième un peu plus. On avait un peu cette idée de faire quelque chose qui serait un pagnol québécois. Bon. Je pense qu'il y a ça dans le magasin général et que le petit effort des fois qu'il faut faire pour comprendre une tournure de phrase un peu bizarre est largement compensé par la richesse qu'on a au niveau de justement de
de la musique de la langue. Voilà, je trouve que ça apporte beaucoup plus que ce que ça complique. On est toujours resté quand même accueillant, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris les trucs les plus difficiles puis les plus restructurés. On a voulu faire quand même une langue qui n'était pas trop rébarbative, mais on a fait confiance à l'intelligence des lecteurs. Tu sais, les Français, ils lisent du San Antonio, du Rabelais, donc c'est pas plus difficile de lire du québécois là, quand même. Donc on s'est fié à leur intelligence, puis ils nous ont bien montré qu'on avait raison. Ce qui est drôle sur l'équilibre, c'est qu'au début, Régis était très réticent, Jean-Louis était plutôt favorable, puis moi, je voulais être très hardcore québécois. Puis, 10 ans plus tard, je pense que c'est complètement l'inverse. Régis, c'est celui qui voudrait être le plus québécois. Jean-Louis n'a quand même pas trop bougé sur sa position, mais moi, je suis le plus prudent des trois. Je suis plus comme, ben écoute, on pourrait dire la phrase correcte, utilisons la phrase correcte, essayons pas d'ajouter de la couleur folklorique pour ajouter de la couleur folklorique. C'est pas nécessairement pour être accueillant ou pas envers les lecteurs français ou faire des trahisons ou pas avec les lecteurs québécois. C'est vraiment juste une question de pas trop appuyer sur le folklore parce qu'à un moment donné, on devient juste une créature folklorique. Ce qu'on voulait éviter, c'est de présenter un Québécois qui est juste du stéréotype, qui est juste du stéréotype un peu maladroit, c'est des phrases françaises avec un mot de québécois plaqué dedans. Ça, c'est très insultant pour les Québécois quand on le lit. On est assez soupe au lait, d'ailleurs, là-dessus. On s'est quand même très vite rendu compte, quand on a eu du retour des lecteurs, que il y avait très peu. Bon, il y a bien des gens qui nous disaient oh, c'est compliqué, etc., etc. Mais finalement, c'était assez minime par rapport aux gens qui nous disaient ah, mais cette langue formidable, ces expressions, etc., etc. Tu vois, c'est-à-dire vraiment ça. C'est possible que juste j'émette des doutes puis on en parle. Tu sais, par exemple, tout à l'heure, on parlait que le fleuve est grand. Tu sais. J'ai beaucoup entendu des Français arriver ici et dire ah oui, c'est ça un fleuve. Nous autres, on appellerait ça un océan. Je ne sais pas parce qu'il est vraiment très large comparé à ce qu'on appelle un fleuve en France. Mais moi, j'ai grandi sur l'île d'Orléans. Le fleuve, c'est ça. C'est un fleuve. C'est grand, mais je me suis jamais dit comme « Oh, qu'il est grand », parce que pour moi, ce qui s'appelle un fleuve, c'est grand comme ça. Donc, il y a quelques petites choses comme ça sur lesquelles je me gêne pas d'en parler. Après ça, c'est eux autres qui décident, c'est eux autres qui signent le bouquin. Quand les Québécois reviennent d'un autre pays, ils disent « Ah là là, on est vraiment vus comme des... un petit peuple de paysans dans des cabanes en bois rond encore. » Puis là, il y a deux attitudes qu'on peut avoir, soit s'en plaindre, soit justement montrer qu'il y a autre chose. Je pense que Magasin Général, même en se passant dans une époque un peu bûcheron, folklore et toute l'image d'Épinal du Québec, réussit quand même à faire partie de ce qui modernise un peu la vision du Québec au niveau d'étrangers. My mind feels so whole, don't know the reason. Maybe cause now my earth is cold. Inside I'm in its stone, still digging under rain, taking care of many bones, which took place in their last train. Régis, lui, a dû travailler sur la documentation iconographique parce que comme c'est lui qui dessine en premier, il fallait qu'il sache à quoi ça ressemblait. Là. Donc il a regardé beaucoup les objets, comment ils étaient, les maisons, à quoi ils ressemblaient, etc., etc. Moi qui déteste travailler d'après de la documentation, tu sais, quand tu vas à Montréal dans les années 20, il faut que je trouve des photos qui correspondent à Montréal des années 20. Et puis, si j'invente des choses, il faut toujours que j'essaye de mettre dedans un élément qui fasse vrai, quoi, tu vois. Soit une bagnole, soit des poteaux téléphoniques ou électriques, où il y en a, c'était truffé de ce genre de choses. Tout ça, ça ne s'invente pas, hein, un tramway, il faut que je trouve un tramway, quoi. Alors évidemment, ça c'est du temps de passer. Dans les campagnes, non, je prenais quasiment pas de doc. Au début, j'essayais de bien m'imprégner, de savoir comment étaient les barrières en cèdre, comment ils foutaient ces barrières-là. Et puis après, moi, j'ai pas de problème, si tu veux, à inventer, à broder, si tu veux, là-dessus.
c'est du théâtre quand même. C'est pas une reconstitution historique qu'on fait, hein, pas du tout. Même si ici au Québec, ça a souvent été pris pour ça. Ça, c'est une erreur. On n'a pas essayé de faire une reconstitution historique. On a essayé de donner un cadre crédible à une histoire. Il y a des gens qui se rappellent de leur grand-mère en disant « Ah ouais, mais moi je me souviens chez ma grand-mère, ils avaient une même cuisinière que ça. » Ah ouais, exactement la même. Ah ouais, je dis, ah ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas fait... J'ai fait une synthèse de plusieurs cuisinières, si tu veux. Et puis après, tu te rendais compte que selon les marques de cuisinières, c'était toujours le même principe. Tu avais toujours ta plaque chauffante, tes ronds, ton four, mais alors peu importe, des fois c'était le four il était à droite ou il était à gauche. Et puis il y a une autre partie du travail qu'on a fait en partie tous les deux, puis que moi j'ai creusé aussi, qui était de voir comment les gens vivaient. À quoi ça ressemblait cette vie campagnarde avec le rythme des saisons, etc. etc. Puis là, on a eu d'abord de la chance parce qu'on est tombé sur un conseiller historique formidable qui nous a beaucoup aidé, qui s'appelle Michel Laurent, qui était à l'époque un des conservateurs du musée de la civilisation à Québec. Ça a été une source, et puis l'autre, ça a été des lectures. Donc de lire des bouquins d'histoire sur cette époque-là, etc., etc. On a découvert un truc qu'on ignorait vraiment totalement, c'est que l'hiver, dans les villages, il y avait beaucoup d'hommes, voire la totalité des hommes, qui partaient travailler sur des chantiers ce qu'ils appelaient les chantiers, qui étaient des chantiers forestiers en fait. Ils devenaient bûcherons. Donc ça veut dire que l'hiver, les villages étaient vides d'hommes. Ils partaient parce que, comme c'était une économie très autarcique, c'est-à-dire qu'ils avaient une ferme et puis là ils faisaient un peu de céréales, un peu d'élevage, etc., etc. Puis c'est ça qui leur permettait de bouffer. Hein. Ils n'avaient pas d'argent, en fait. Mais il y avait bien des trucs qu'il fallait qu'ils achètent. Donc ils allaient au magasin général, et comme ils n'avaient pas d'argent, on leur faisait un crédit. Ils avaient une ardoise. Mais cette ardoise-là, il fallait bien la régler à un moment donné. Et donc il leur fallait de l'argent. Et le moyen qu'ils avaient de gagner de l'argent, c'était d'aller travailler donc, comme bûcheron. Cette chose-là a été pour nous un ressort formidable parce que le fait que les hommes ne soient pas là pendant l'hiver, ça nous a donné ouais, c'est ça, un ressort dramatique au moment où Serge arrive dans le village. Parce que quand il arrive et qu'il est coincé justement lui par l'hiver, qu'il arrive avec sa moto là, qui est en panne, qui se fait recueillir par Marie sur le bord de la route, ben c'est l'hiver. Donc après il y a de la neige, il est coincé dans le village et il n'y a pas d'homme. Alors ça, c'était, quand on a découvert ça, on a dit « Oh, mais ça, c'est formidable. » We can get a drink at the Money Tree. Or come see me at the UBG. On est au parc La Fontaine, qui est un grand parc qui se trouve dans le quartier du plateau Mont-Royal. Il y a beaucoup de parcs à Montréal, et souvent ils sont assez anciens. Celui-là, il est là depuis très très longtemps. Dans l'album Montréal de Magasin Général, quand Marie et Jacinthe sont à Montréal, il y a une scène qui se passe ici, qui est une scène où ils font du canotage sur le lac. Il y a un lac qui est à 2 niveaux. Et alors il y a ici, il y a une cascade derrière moi, là, il y a une petite cascade et un pont, une passerelle. Et avant, alors ça c'est contemporain, mais à cette époque-là, c'était une passerelle qui était couverte avec un petit toit. Et c'était dans ce style des imitations, le ciment imitation branche, comme ça qu'on retrouve dans beaucoup de parcs, y compris en France. Il y a des scènes qui se passent sur la rue Sainte-Catherine, il y a plusieurs scènes qui se passent. Maintenant, c'est un peu devenu le quartier des spectacles, mais à l'époque, c'était pas tout à fait au même endroit, mais pas loin. C'était le Red Light District, qui était ce quartier qui a pris une importance considérable, puisque Montréal était une ville ouverte dans laquelle il n'y avait pas de prohibition. Et quand la prohibition dans les années 20 a commencé à monter et arriver aux États-Unis, il y a une grande partie des spectacles de Broadway qui se sont déplacés à Montréal. Le pont Jacques-Cartier était en construction exactement à l'époque de Magasin Général.
Régent, le curé, en parle déjà à un moment donné, là, dans le deuxième album ou troisième album, je crois. Et quand Serge et Régent viennent à Montréal, on voit le pont en construction. I don't like a lot of things, and I don't like the scars they bring, and Allez, alors là je vais le vernir. En fait, le problème c'est que comme je travaille au crayon, c'est quand même assez fragile. Et donc il faut fixer ça d'une manière ou d'une autre. Et alors pour les planches de l'album, je fixe ça avec un fixatif. Et une fois, je me suis trompé, parce que les bombes se ressemblent. J'avais acheté ce truc qui est un vernis en fait. Et j'avais fixé une planche de magasin général comme ça. Et puis ça avait ça avait diffusé, le crayon avait légèrement diffusé. Et ça avait fait un truc qui était assez joli, mais le problème c'est que il aurait fallu que je fasse ça sur toutes les planches, quoi. Et là je me suis dit que je pouvais essayer de fixer les images qui elles sont faites au lavis, donc il n'y a plus ce problème là. Je fais des petits essais avant, puis là c'est bon, mais ça fait juste un tout petit truc à peine perceptible, il faut vraiment, mais que j'aime bien. Ça matifie un petit peu l'ensemble. On n'avait pas du tout anticipé sur le rôle de ce couple un peu improbable entre Noël, une espèce de vieux barbu anarchiste mécréant qui construit son bateau en forme de coquille de noix, et le curé. Et puis petit à petit ça s'est installé, et en fait on s'est rendu compte que ces personnages-là, ils avaient envie d'être ensemble. Ce sont mes personnages préférés, c'est le duo du curé et de Noël, tu vois. Cette espèce de Noël, moi, quand je l'ai dessiné, je pensais à Popeye, tu vois. Alors évidemment, je ne pouvais pas l'appeler Popeye, et puis je ne pouvais pas l'appeler Mathurin, parce qu'on avait décidé qu'il s'appelait Noël. C'est pour ça qu'un des frères, le type, s'appelle Mathurin, parce que je pensais à Popeye, tu vois. C'est drôle parce qu'un jour, on nous a demandé dans une interview à Régis et à moi, séparément, quels étaient les personnages auxquels on s'identifiait le plus. Et moi, j'ai dit que je m'identifiais au curé, et lui a dit qu'il s'identifiait à Noël. Moi, ce qui me touche beaucoup chez le curé, c'est que c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur lui, sur la vie, il est dans une espèce d'interrogation, une espèce de fragilité émotionnelle dans laquelle je me reconnais assez. Et il va chercher conseil comme ça auprès de Noël, qui est un peu bourru, mais qui lui dit des trucs un peu poum poum comme ça. Il y a un rapport un peu filial qui s'est développé entre eux. On a, Régis et moi, on a un peu nos personnages sur lesquels, quand c'est lui qui parle, on sait que, par exemple, Gaétan, c'est un personnage de Régis plutôt. Quand c'est Gaétan qui parle, des fois, même si ce qu'il dit est des fois assez sommaire, mais quand même, il y a comment il réagirait à ça, j'ai dit à Régis, vas-y. Et là, il fait oh, 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 et puis il dit un truc. Donc, on peut tenir pour acquis que c'est comme ça que Gaétan. Pour le curé, c'est plus moi. Il y a des choses qu'on a mises inconsciemment, si tu veux. Tu sais, tu calcules pas, tu n'es pas là à faire un travail d'orfèvre, tu fais ce que tu peux. Tu sais, quand tu travailles avec le cœur et la générosité, il y a bien des choses qui t'échappent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ces petits chemins de traverse, parce que tu veux préciser ces aspects-là qui sont extrêmement fragiles. Donc fragiles et furtifs, donc il faut que tu les chopes, puis tu essayes de les mettre en place, et c'est ce qui fait un petit peu la saveur de magasin général. J'ai été très surpris par le fait qu'une universitaire se soit penchée sur magasin général. Et alors là, moi j'ai appris plein de trucs sur ce qu'on avait fait, parce qu'il y a des choses qu'on avait fait de façon totalement inconsciente, involontaire, et qu'elle a pointées et qui sont évidentes. Magasin général,
C'est un roman de l'autonomie, de la réappropriation de soi, de la rupture avec un certain ordre établi, et du fait, c'est donc une femme qui va s'approprier son destin à un moment donné. Bon. Et alors, elle a remarqué un truc, c'est que au moment où ça commence, quasiment avant même le début, il y a 3 personnages dont on évoque la disparition dans le premier tome, dans les premières pages du premier tome. Il y a Félix, qui tenait le magasin général, qui meurt, là tout de suite, au début, là, la première page, il dit « je suis mort ». Bon, donc lui, il parle de l'au-delà, mais il est mort. Deuxièmement, on apprend tout de suite qu'il y a un nouveau curé qui vient d'arriver, et que l'ancien curé, qui était un curé super sévère, est mort. Et donc il a été remplacé par Régent, qui est un nouveau curé, qui est beaucoup plus cool, qui est jeune, qui a une vocation un peu chancelante, on va dire. Et ensuite, on apprend que le médecin, également, est mort. Donc en fait, le curé, le médecin et le pourvoyeur, c'est-à-dire le gars qui tient l'économie du village, sont morts. Dès le début. Et ça crée les conditions pour qu'il y ait autre chose qui puisse se passer, puisque les pouvoirs ont disparu. Il y a certains pouvoirs clés, la religion, la santé et l'argent, qui sont plus tenus. À travers ce scénario-là, on a pu développer beaucoup de choses, quoi. Et c'est pour ça que je crois que c'est une série qui a beaucoup de succès, et notamment auprès des femmes, parce que c'est humaniste, c'est plein de bonnes choses, il y a plein de sentiments, il n'y a pas de violence, il y a que du cœur et de la générosité dedans. I don't know where I'm going, but I'm headed for you tonight. I don't know where I'm going, but I'm gonna make it to the light. Après, il y a les couleurs, donc qui sont faites par l'excellent François Lapierre, qui est vraiment un type formidable. On a fait des essais avec plus 6 ou 7 coloristes avant. Il y avait toujours, c'est pas que c'était pas bien, hein, mais c'était pas exactement ce qu'on voulait. On connaissait François comme dessinateur, on trouvait qu'il était assez habile dans sa palette graphique. Il avait des couleurs très transparentes. La plupart des gens disent « Putain, mais c'est de l'aquarelle, vous avez fait ça à l'aquarelle ». Non, c'est pas de l'aquarelle, c'est fait à l'ordinateur. Donc lui, il a mis au point cette technique avec Magasin Général, et il fait vraiment un travail très bien. Alors au début, ça a été très difficile parce qu'il chargeait un peu la bourrique au niveau des couleurs. C'était un peu saturé, il avait tendance à faire beaucoup plus de la gouache que de l'aquarelle. Et il en est venu à désaturer tout ça, et du coup, ça a fait ce que ça a fait. Et au fur et à mesure des albums, ça a pris plus de subtilité, de choses comme ça. Donc, il s'est mis vraiment au service de l'histoire, et ses couleurs racontent quelque chose. Tu vois. Les couleurs, c'est pas du coloriage, il faut que ça raconte quelque chose. Si ça raconte rien, c'est du coloriage. Alors ça peut être du beau coloriage, mais bon, ça raconte, il accompagne ce qu'on veut, le sentiment qu'on veut mettre dans certains trucs. Au début, on était plutôt regardant. Alors donc c'est moi qui avais cette tâche-là de regarder les couleurs et de les corriger, avec lui. Au fur et à mesure des albums, on avait de moins en moins de choses à lui dire. Alors on le laissait faire, il partait dans des trucs, et c'était très bien. Et puis après des petites pétouilles, donc on se revoyait soit par téléphone, soit je lui téléphonais en disant tiens, image 2, page 3, là ici regarde, tu as mis un t-shirt qui est un peu trop pétard, tu pourrais désaturer ça, ou bien ton fond là, est-ce que tu peux le mettre plutôt en marron, essaie de le mettre en marron plutôt qu'en vert olive, pour voir si ça marche, ou désaturer, des petites pétouilles comme ça, hein, par-ci par-là. Voilà, donc, puis des fois on ne touchait rien du tout, en disant oh c'est superbe, c'est tout. Vraiment, je salue son travail,
C'est vraiment un très très bon coloriste, vraiment, quoi. Et puis c'est intéressant parce que comme il est québécois, il a le sens de certaines ambiances. Par exemple, les ambiances d'hiver, de neige, les ambiances de froid, je trouve qu'il les réussit formidablement bien. On sent vraiment on sent le froid. Les ambiances d'automne aussi, des trucs qui sont assez québécois. Hein. Les ambiances d'automne, les rouges, les oranges, voilà. Tout ça, je trouve qu'il est vraiment, vraiment bon, quoi. Oh, that's easy, it's daisies in the sun. Let's try something harder, let's start with what we've done. First they jump, then they stamp, then they stand still. Je prendrais la bleue parce qu'elle correspond plus à un visuel de couverture, c'est-à-dire en façade, ça va plus te chercher que ça, tu vois. À la limite, ça pourrait faire pour une affiche, tu vois. Et la bleue irait plus nous chercher au niveau d'une couverture, d'une accroche de couverture. Là, je suis au stade où j'ai besoin de laisser reposer l'œil parce que c'était un moment où on est tout le temps en train de passer de l'un à l'autre. Ouais. J'aime les deux. Et puis je trouve que dans la bleue, ça apporte le ciel qui n'est pas sur la photo, et dans la jaune, ça apporte l'ambiance du soleil, quoi. La couverture, c'est un peu comme une affiche. Il y a un truc, c'est plus une question de composition, et puis il faut que ce soit simple. Il faut que l'image soit lisible en une fraction de seconde, compréhensible, ou avec une ambiance, quelque chose qui t'attire tout de suite. Hein. Puis ça, c'est une question de composition, de couleur, de... Ouais, c'est magique, ça tient à rien. Des fois, tu as ton truc et tu as tout de suite une image dans ta tête, toi. Tu l'as, ça ne veut pas dire qu'elle est bonne, mais déjà au moins de tenter, parce que tu t'es dit, pourquoi j'ai cette image en premier qui me vient à l'esprit, comme ça. Donc tu essaies de retrouver, par le dessin, le truc. Et puis tu tâtonnes, tu penches, tu fais ceci, tu fais cela, quoi. Au début, j'en avais parlé avec Jean-Louis, la couverture que moi je voyais, c'était une couverture extrêmement simple, mais très, très, très simple. C'était un ciel bleu avec 5-6 oiseaux dedans qui volaient, tu vois. C'est tout, parce que ça représentait Notre-Dame-des-Lacs, c'est un truc extrêmement simple, tu vois. Donc ça, tu es sûr que dans le facing de machin, ça, tu la vois. Et puis on sait que c'est magasin général, on sait que c'est le dernier. La couverture qu'il voulait faire, et qu'il a d'ailleurs dessinée, crayonnée, c'est une très bonne couverture. J'ai aucun problème avec ça, là. C'est vraiment une bonne couverture. Je pensais que pour le dernier tome de la série, il fallait qu'il y ait quelque chose qui soit autour de l'accomplissement de Marie, donc Marie enceinte, bon voilà. Donc, alors il y a eu tout un débat où on a discuté de ça, il a défendu son beefsteak, moi aussi, et puis finalement Casterman était d'accord avec moi sur ce truc-là. Et c'est pas, alors enfin de mon point de vue, c'était pas une idée c'était pas un truc encore une fois de commercial, si tu veux, c'est pas ça. C'est que pour le dernier tome de la série, j'avais envie qu'il y ait Marie enceinte. Au Québec, les gens aiment bien ça quand on parle de nous autres. Hein? Ah, c'est nous autres! Les livres de Michel Rabagliati sont témoins de ça aussi. Le magasin général aussi, c'est quand... je sais qu'en dédicace, les gars se font beaucoup dire « Ah, je reconnais ma tante, ma grand-tante, je reconnais ci, je reconnais ça. » Puis, donc, il y a vraiment... On a tellement peu mythologisé le Québec que je pense qu'on a un grand besoin de ça. Je suis très fier de ce travail-là.
Et je suis vraiment très content de l'avoir fait avec Régis. C'est pas n'importe quoi dans une vie, ça. Avant que je travaille sur Magasin Général, je faisais un album tous les 2 ans. Je ne mettais pas 2 ans pour le faire, hein. Je mettais, comme tout le monde, 1 année. Mais je faisais un album. Pendant 1 année, je faisais rien, ou pas grand-chose. Et puis après, je me remettais à dessiner pour mon 2e album. Donc j'avais cette espèce de rythme comme ça qui était... Et là, c'était un album tous les ans, un album quand même chargé quand même. Hein. Il y a quand même du décor, de la matière, des personnages, il y a tout un village. Des fois, c'est pénible. Hein. Et faire ça pendant 9 ans, non-stop, c'est dur. Globalement, je suis très fier de Magasin Général. On a fait quelque chose qui est mieux que ce que je pensais qu'on ferait au départ. Moi, ce qui m'intéresse dans la bande dessinée, c'est de faire le meilleur bouquin pour les gens qui vont le lire. C'est ça, c'est pas un problème d'ego en disant « Regardez comme je suis un bon scénariste, regardez comme je suis un bon dessinateur ». Le but de notre métier, c'est de faire le meilleur bouquin possible. En tant que peuple québécois, on a soif de trucs qui parlent bien de nous. Qui parlent de nous avec poésie, avec talent, avec verve, en tout cas qu'on ait vraiment un sens du mythe, mais qu'on soit là-dedans. Quand il crée quelque chose qui est un peu joie de vivre comme Magasin Général et qui ressemble vraiment même à nos enfances. Moi, je viens de la campagne, donc c'était pas très différent de ce qui se passe dans le Magasin Général. On allait à l'église de la même manière. Il y avait encore des danses avec des vrais musiciens qui faisaient de la vraie musique, tout ça. Puis c'était... Donc, de rendre témoin de ça aussi avec un dessin d'une classe aussi catégorie A+, disons. Je sais pas, ça fait du bien, puis ça participe certainement du succès en librairie qu'a été Magasin Général.